Pendant 38 ans, mon mari est allé à la banque chaque mardi. Quand il est mort, j'ai compris pourquoi. Mon mari allait à la banque tous les mardis à exactement 14 heures. Pendant 38 ans de mariage, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, qu'il soit malade ou en parfaite santé, il n'a jamais manqué un seul rendez-vous. Quand je lui demandais pourquoi, il m'embrassait sur le front et disait toujours la même chose. Je veille simplement à sécuriser notre avenir. Je le croyais. Pourquoi n'aurais-je pas dû? Bob était comptable. Les chiffres étaient son langage, l'organisation sa religion. Nos factures étaient toujours payées à temps. Nos impôts déposés en avance. Nos comptes retraite, me disait-il, étaient solides. Le jour de sa mort, j'étais au supermarché en train de choisir des avocats. David, mon fils, m'a appelé avec une voix que je ne lui avais jamais entendue. Plate, mesurée, comme s'il avait peur que les mots eux-mêmes me brisent. Maman, tu dois venir à l'hôpital. Papa s'est effondré au travail. Quand je suis arrivée, Bob était déjà mort. Une crise cardiaque massive. Le médecin a dit qu'il n'avait probablement rien senti. Rapide, propre. Exactement comme Bob l'aurait voulu, s'il avait eu le choix. Je n'ai pas pleuré à l'enterrement. Tout le monde pensait que j'étais en état de choc, que le chagrin n'était pas encore arrivé. Mais la vérité était plus simple et plus étrange. Je ressentais du soulagement. Pas parce que je le détestais, je ne le détestais pas, mais quelque part, très profondément, sous le choc, l'épuisement et les places que les gens n'arrêtaient pas d'apporter, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Je ne savais simplement pas encore pourquoi. 3 jours après les funérailles, une lettre est arrivée. Une enveloppe blanche sans adresse de retour, mon nom tapé à la machine sur le devant. À l'intérieur, une seule feuille de papier de la First National Bank. Chère Madame Thompson, nous souhaitons vous présenter nos sincères condoléances suite au décès de votre mari. Conformément aux termes du contrat du coffre-fort, nous devons vous informer que vous êtes inscrite comme co-titulaire secondaire. Le coffre est payé jusqu'à la fin de l'année. Veuillez nous contacter dans les plus brefs délais afin d'organiser l'accès. Je l'ai lu 3 fois. Nous avions un coffre bancaire. Bob ne m'en avait jamais parlé, pas une seule fois en 38 ans. J'ai appelé la banque cet après-midi-là. La femme au téléphone était polie, professionnelle. Oui, le coffre était enregistré au nom de Robert Thompson avec Margaret Thompson comme co-titulaire. Oui, je pouvais y accéder. Jeudi à 10 heures, est-ce que cela vous conviendrait? Jeudi. Dans 2 jours. J'ai passé ces 2 jours à errer dans la maison comme un fantôme, ouvrant les tiroirs que Bob avait organisés, regardant les dossiers qu'il avait classés avec son écriture précise. Tout semblait normal, trop normal, comme un décor conçu pour ressembler parfaitement à une vie. David Essier est venu mercredi soir. Il avait l'air fatigué, la cravate desserrée, les yeux rouges. Il avait très mal vécu la mort de son père. Maman, a-t-il dit en s'asseyant à la table de la cuisine où Bob s'asseyait toujours, il faut qu'on parle des finances de papa. J'ai regardé ses dossiers et il y a des choses qui ne collent pas. Mon estomac s'est noué. Erreur, que je pouvais l'enterrer sous le silence. Mais certains secrets refusent de rester silencieux. Jason est rentré, a embrassé mon front et m'a dit qu'il m'avait manqué. J'ai souri, faisant semblant que rien n'avait changé, alors qu'à l'intérieur, j'avais l'impression de me tenir sur du verre brisé. Chaque mot, chaque geste était une comédie. Et pourtant, Noah persistait dans mes pensées. Sa voix, son regard, le souvenir de la façon dont mon prénom sonnait quand il le prononçait. Les jours se sont fondus en semaines. J'ai essayé de prendre mes distances, de reconstruire les murs que j'avais brisés, mais les plus petites choses continuaient de les faire tomber. Un message inattendu, un bonjour échangé, la façon dont nos regards se retrouvaient dans une pièce bondée. À chaque fois, ma détermination s'effritait un peu plus. La culpabilité est devenue mon ombre. La nuit, tandis que Jason dormait à mes côtés, je revivais des moments que je n'aurais pas dû me rappeler. Mon corps restait immobile, mais mon esprit était ailleurs, pris dans une tempête dont je ne pouvais m'échapper. Puis Jason a proposé que nous partions un week-end. Juste nous deux,
a-t-il dit doucement, les yeux pleins de bonté, sans se douter de rien. J'ai accepté, espérant que la distance apaiserait le chaos en moi. Ce voyage a été à la fois une grâce et une punition. Loin de tout, j'ai vu Jason tel qu'il était vraiment, un homme qui m'aimait sans condition, qui avait bâti tout son monde autour de mon bonheur. Je l'ai regardé rire près du feu, me prendre la main, et je me suis demandé comment j'avais pu perdre de vue un amour pareil. L'espace d'un instant fugace, j'ai cru pouvoir revenir pleinement vers lui, que la tempête en moi pourrait se dissiper en calme. Mais quand nous sommes rentrés, Noah était là. Un seul regard, et chaque fragile parcelle de contrôle que j'avais construite s'est effondrée. La vérité m'a frappé de plein fouet. Je ne pouvais plus vivre dans deux mondes. La sécurité silencieuse de l'amour de Jason et l'attrait sauvage et dévorant du toucher de Noah ne pouvaient pas coexister. L'un détruirait l'autre, et tous deux me détruisaient lentement. Aujourd'hui, chaque matin pèse plus lourd. Le sourire de Jason porte une confiance que je ne mérite plus. L'absence de Noah ressemble à une blessure qui refuse de guérir. Je traverse mes journées en faisant semblant que tout va bien, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Une tension constante entre la culpabilité et le désir, la sécurité et l'élan. Je ne sais pas comment cette histoire se termine. Peut-être que la vérité éclatera et réduira tout en miettes. Peut-être que je la porterai en silence jusqu'à la fin de ma vie. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'ai ressenti avec Noah était réel, brut et effrayant, mais réel. Et parfois, les choses qui nous ruinent sont les mêmes que celles qui nous rappellent que nous sommes encore en vie. Maintenant, des bougies, mon vin préféré, la chanson de notre mariage en fond sonore. Mais pendant qu'il parlait, je n'entendais qu'Adam. Sa voix, son rire, ces mots qui résonnaient dans ma tête. Tu mérites plus, Rachel. J'ai souri tout le long du dîner, faisant semblant d'être présente, alors que mon cœur était ailleurs. Plus tard, quand Michael s'est endormi à mes côtés, je suis restée à fixer le plafond. La culpabilité m'a traversée comme une tempête. C'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité. J'avais dit oui à tout, sauf à la seule chose qui comptait vraiment, l'honnêteté. Le lendemain matin, je suis allée au travail et j'ai demandé à Adam de prendre un café à l'extérieur du bureau. Il avait l'air surpris, peut-être même nerveux. Assis l'un en face de l'autre, je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre dans cette zone grise que nous avions créée. Tu as été gentil avec moi, ai-je dit. Tu m'as rappelé que je suis encore vivante, mais je dois retrouver ce sentiment sans toi. Il est resté silencieux un long moment, puis il a hoché la tête. Tu es plus forte que tu ne le crois, Rachel, a-t-il dit doucement, et c'est peut-être ça que tu devais découvrir depuis le début. Partir a été plus difficile que je ne l'imaginais. Le silence qui a suivi a été brutal, mais peu à peu, j'ai commencé à reconstruire. Pas seulement mon mariage, moi-même. J'ai recommencé à peindre. J'ai commencé à dire oui à de petites joies qui m'appartenaient, oui aux promenades matinales, oui au temps passé avec mes enfants, oui aux conversations avec Michael qui ne ressemblaient plus à des routines. Finalement, j'ai dit la vérité à Michael, pas au sujet d'Adam précisément, mais sur ce vide que je ressentais. Il ne l'a pas bien pris. Il y a eu des disputes, des larmes, de longues nuits de silence. Mais petit à petit, nous avons retrouvé notre chemin. Il a recommencé à être présent, vraiment présente, et moi, j'ai appris à lui pardonner et à me pardonner. Des années plus tard, je repense encore à ce chapitre de ma vie, non pas avec des regrets, mais avec lucidité, parce que parfois, l'infidélité ne commence pas par un baiser, elle commence par l'absence, par la solitude, par le fait de dire oui à tout le monde, sauf à la personne que l'on a juré d'aimer. J'ai dit oui à tout parce que j'avais peur de dire non au vide dans mon cœur. Mais j'ai compris une chose d'essentielle. Le véritable amour n'est pas d'être toujours heureux. C'est faire face à la vérité, même quand elle fait mal, et choisir de reconstruire plutôt que de fuir.
Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise que le mot le plus puissant dans une relation n'est pas oui. Parce que dire non aux mauvaises choses, c'est la seule façon de dire enfin oui aux bonnes. Même si rien n'avait été dit, nous n'avions pas franchi de ligne extérieurement, mais intérieurement, quelque chose avait déjà basculé. Quand il me regardait, je me sentais redevenir une version de moi-même que j'avais presque oubliée. Pas parfaite, pas épuisée, juste vivante. Et je crois que c'est cela qui m'a le plus effrayée. Scène 8. L'espace entre deux vies. Après cette nuit-là, le silence avait une nouvelle signification. Chaque regard avait du poids. Chaque mot restait suspendu un peu trop longtemps. J'ai commencé à m'habiller avec plus d'intention, des détails subtils, une touche de couleur, un bijou que je n'avais pas porté depuis des années. Je me disais que c'était pour moi, mais au fond, je savais très bien qui je voulais voir remarquer. Ethan, bien sûr, a remarqué, mais pas de la manière que j'espérais. Tu sembles distraite ces derniers temps, a-t-il dit un soir, d'un ton léger, mais avec un regard attentif. Quelque chose au travail? J'ai souri trop vite. Un gros projet, ai-je répondu. Il a hoché la tête, confiant, et cette confiance aveugle m'a fait plus mal que la colère n'aurait jamais pu le faire. Ce soir-là, je suis restée assise dans ma voiture, sur l'allée, longtemps après être rentrée. La lumière du salon brillait doucement à travers la fenêtre. Une image parfaite de paix domestique. À l'intérieur de cette maison se trouvait tout ce que j'étais censée vouloir. Et pourtant, assise là dans l'obscurité silencieuse, je me sentais étrangère à ma propre vie. Scène 9. La pluie qui a brisé le silence. Une semaine plus tard, la pluie est revenue. Une de ces pluies de Seattle qui semble interminable, douce, régulière, rythmée, le genre de pluie qui rend tout plus lourd et plus intime. Il était tard lorsque Lucas m'a proposé de me raccompagner. « Allez, tu vas être trempé, a-t-il dit avec légèreté. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Le trajet s'est fait dans le calme. Les essuie-glaces balayaient le pare-brise dans un mouvement lent et hypnotique. Nous parlions de travail, de musique, de rien d'important. Mais sous chaque mot, il y avait le murmure de quelque chose de plus profond, quelque chose de non dit. Quand il s'est arrêté devant ma maison, je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Pendant un moment, tout ce que j'entendais, c'était de la pluie contre la vitre. Puis il a dit doucement « Tu n'as pas à faire semblant d'aller bien tout le temps. » Quelque chose en moi s'est fissuré. Je voulais dire « ça va », mais les mots ne venaient pas. À la place, je me suis tournée vers lui, et dans cet instant fragile, tout a changé. Le baiser n'était ni sauvage ni calculé. Il était silencieux, douloureux, humain. Et quand il s'est terminé, il n'y a eu ni victoire ni soulagement, seulement le poids lourd et tranchant de savoir que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Contacter les sociétés de cartes de crédit, rassembler des preuves des signatures falsifiées. Nous avons engagé un expert en écriture qui a confirmé ce que je savais déjà. Je n'avais pas signé ces demandes. David s'est jeté corps et âme dans l'aide. Il organisait des dossiers, faisait des tableaux, assistait aux réunions. Un soir, alors que nous étions assis à la table de la cuisine à examiner une nouvelle pile de documents, il a levé les yeux vers moi. « Maman, je dois te dire quelque chose. » J'ai posé mon stylo. « D'accord. » Il y a quelques années, papa m'a demandé d'investir avec lui dans quelque chose, une start-up technologique. Il disait que c'était une valeur sûre, qu'on deviendrait riche. J'avais 50 000 $ économisés pour les études de tes enfants. Il voulait que j'y mette tout. Mon cœur s'est serré. David, dis-moi que tu ne l'as pas fait. J'ai failli, mais Sarah, sa femme, elle ne faisait pas confiance à ce projet. Elle disait que si c'était vraiment sûr, pourquoi papa avait-il besoin de notre argent? On s'est disputé, j'étais furieux contre elle. Mais elle est restée ferme. J'ai dit non à papa. Il a baissé les yeux. Il m'a regardé avec des yeux hantés. Je crois qu'il était déjà dans les ennuis à ce moment-là.
Je crois qu'il essayait d'utiliser mon argent pour réparer ses erreurs. Et si j'avais dit oui, on aurait tout perdu aussi. J'ai tendu la main et j'ai serré la sienne. Mais tu ne l'as pas fait, Sarah vous a sauvé. C'est ça qui compte. Il a hoché la tête. Tu crois qu'il aurait continué? Qu'il aurait pris de l'argent à d'autres personnes? J'ai pensé à la lettre, aux mots de Bob. Je pense qu'il se noyait. Et les gens qui se noient s'accrochent à tout ce qu'ils peuvent atteindre, même si cela entraîne quelqu'un d'autre sous l'eau. 3 mois après la mort de Bob, nous avons eu notre première victoire. 2 sociétés de cartes de crédit ont reconnu que les signatures étaient falsifiées et ont retiré les dettes de mon dossier de crédit. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose, la preuve que la vérité pouvait gagner même lentement. Emily ne me parlait toujours